C'est une salle aux allures de coffre-fort, à l'intérieur de laquelle seuls quelques privilégiés ont le droit de pénétrer. Elle protège un véritable trésor à la valeur inestimable. Voici les plans d'origine de la cathédrale de Strasbourg. Une trentaine d'esquisses, de croquis et de dessins d'architectes ultra précis. Les plus anciens d'entre eux ont plus de 800 ans. Moi, je vois vraiment des documents de travail dans ces dessins d'architecture. Il fallait convaincre le commanditaire, alors soit l'évêque, soit le conseil municipal. Les architectes ont couché sur papier leurs idées, leurs projets assez avancés, si on veut dire déjà. Ces plans seront retransmis de maître d'œuvre en maître d'œuvre, hein, depuis premier plan début XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et donc ces plans nous sont parvenus aujourd'hui dans un état de conservation remarquable. Personne ne sait vraiment qui sont les auteurs de ces incroyables dessins. Mais pour certains d'entre eux, un nom circule. Erwin de Steinbach. Celui dont le prénom est resté gravé à tout jamais dans l'histoire de la construction de la cathédrale de Strasbourg. Erwin entre en scène sur le chantier en 1284. Erwin n'a que 33 ans. Il faut imaginer, 33 ans, c'est jeune en définitive. Donc voilà, il est prédisposé à amorcer ce nouveau chantier de reconstruction du Massif occidental. On va dire que c'est un génie pour l'époque. On imagine que Maître Erwin, il vient d'un chantier en Île-de-France, peut-être Notre-Dame de Paris, car si on compare la Grande Rosace, on est très très proche avec ce qu'on voit sur les transepts de la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Et donc Erwin va mettre tout son talent à l'édification de ce massif occidental dans toute sa verticalité. Donc c'est magnifique. Il faut imaginer la pression qu'il a sur les épaules. Les commanditaires sont là, c'est quand même Strasbourg une ville riche. Il y a une ambition incroyable des commanditaires et puis du maître d'œuvre en soi. Il faut être capable quand même de dire on y va, quoi. Ok, pari tenu, on y va. Pour lui, c'est le chantier de sa vie. Erwin va consacrer près de 35 années de sa vie à ce chantier. Il est considéré comme le père de cette façade grandiose. Son intervention commence par le rez-de-chaussée avec ses 3 portails. Puis il s'attaque au premier étage et à la fameuse rosace, 13,60 mètres de diamètre, soit l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. C'est l'une des plus grandes rosaces d'Europe. Mais le travail d'Erwin ne s'arrête pas là. Pour venir à bout de cette façade, il va imaginer une technique totalement révolutionnaire pour l'époque. Son idée de génie, qu'il va reprendre d'ailleurs sur le modèle de certaines cathédrales françaises, c'est d'habiller cette cathédrale par un mur rideau. C'est-à-dire il va dédoubler la façade. C'est la véritable trouvaille d'Erwin. Concevoir cette façade grâce à un procédé de double paroi. La première d'entre elles est porteuse, notamment grâce à ses immenses contreforts. De quoi constituer une muraille puissante pour le gros œuvre. Ce mur porteur permet d'accrocher une seconde peau qui contraste avec la première par sa légèreté. On l'appelle la harpe de pierre. Un monumental décor de grès vertical de plus de 60 mètres de haut. Le mur porteur est complètement caché derrière ce qu'on appelle souvent la dentelle de la pierre. C'est une espèce de harpe en pierre qui cache complètement comme un voile le mur porteur. Avec un décor incroyable, des petits meneaux, des arcatures, des gables. Et après, il y a des barres de métal qui viennent à relier la harpe de pierre au mur porteur. Ce qui fait que quand vous promenez à l'intérieur de la façade, vous avez en fait une forêt d'éléments métalliques qui viennent retenir cette harpe de pierre, mais qu'on voit quasi pas d'extérieur en fait. Voilà donc le secret des bâtisseurs. C'est cet espace qui sépare de quelques dizaines de centimètres seulement la paroi porteuse du décor de pierre. Entre les deux, un dédale de coursives étroites court tout le long de la façade de la cathédrale. De quoi créer cette extraordinaire impression de relief. Ce décor en harpe donne toute cette profondeur, toute cette légèreté, toute cette élégance à quelque chose qui pourrait être très, très massif. Finalement, ça crée des lignes de fuite qui élèvent le regard. Tout est porté vers le haut
dans cette façade. Et c'est toute l'ingéniosité qui n'a jamais été reprise ailleurs, mais qui a été inventée à Strasbourg. Comment donner de la verticalité à un élément comme ça? C'est surtout l'après-midi, quand il y a le soleil qui touche la façade, que vous avez un jeu incroyable de lumière et de l'ombre. Elle change quasiment toutes les secondes. Vous avez vraiment un effet de profondeur, en même temps de légèreté. Ça va amener vraiment une transparence au monument. Et c'est cet effet de transparence depuis le parvis qui va flatter nos yeux en définitive. La façade encadrée par ces 2 tours est achevée en 1371. Il aura fallu un siècle au total pour élever ce bloc monumental et finement sculpté. Puis il faudra encore 5 décennies pour compléter cette façade par le beffroi et poser l'octogone sur la tour nord, ce qui permet de franchir la barre symbolique des 100 mètres de haut. Tout est alors prêt pour que Strasbourg se lance dans un gigantesque pari engagé par les bâtisseurs partout en Europe. On a une espèce de course entre Berne, Vienne, Cologne, sur les projets de flèches. Donc on s'arrache les architectes stars de l'époque pour les faire venir travailler sur le chantier. Ils travaillent souvent sur plusieurs chantiers à la fois d'ailleurs. Il faut s'imaginer ça comme un monde très itinérant. Et le but étant de construire le plus haut. Le plus haut. Pour atteindre les sommets et remporter le titre de cette course à la hauteur, les bâtisseurs vont concevoir un élément qui est encore considéré aujourd'hui comme une prouesse architecturale inégalée. En l'espace d'une petite trentaine d'années, on construit la flèche elle-même. Et on aboutit alors à un schéma absolument extraordinaire, une espèce de doigt dressé vers le ciel. Nous sommes à 142 mètres et 11 cm, si on veut être très précis, d'élévation. Et cela double très exactement l'altitude de la ville. Et Strasbourg deviendra à ce moment-là l'édifice le plus élevé de la chrétienté. Et le restera jusqu'au 19e siècle. Il faut s'imaginer, les pyramides, c'est juste 50 cm plus haut que la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Voilà, c'est phénoménal. Et c'est dans une ville qui est rikiki. Mais comment relever le défi de cette flèche de tous les records, tout en coiffant la cathédrale d'une œuvre d'art à l'esthétique unique? L'homme qui va trouver la solution est un architecte et un ingénieur de génie. Il s'appelle Jean Hulce. Il conçoit une flèche inédite dont la structure est entièrement creuse. Et pour couronner le tout, il imagine un entrelacement de 8 escaliers vertigineux, courant sur les arêtes de la flèche et s'appuyant les uns sur les autres sans aucun support central. C'est une tiare de pierre, c'est un principe de 8 arbalétriers, c'est-à-dire 8 poutres qui forment, on va dire, un tipi, une pyramide sur plan octogonal. Et sur ces arbalétriers, donc, il va habiller, coiffer cette structure qui est porteuse en définitive. Et il va simplement coiffer une série de 8 escaliers sur ces arêtiers. Donc on a 8 escaliers qui permettent d'accéder au sommet, donc aux 140 mètres de la cathédrale. Et donc on se retrouve avec cet élément géométriquement incroyable qu'on a du mal à s'imaginer en termes de conception sans avoir accès aujourd'hui à un ordinateur. Voilà. Donc il y avait certainement aussi tout un travail en volume de maquettes qui avait dû faire à l'époque, qui a complètement disparu. Enfin, certainement, parce que c'est pas possible en dessin comme ça d'arriver à concevoir une telle perfection géométrique et une telle complexité. Ça se retourne en montant le long d'une arête, pour que tout ça arrive au bon endroit au bon moment. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. Un exploit architectural sans équivalent qu'il faut maintenant répéter pour la tour sud. Car tous les plans des maîtres d'œuvre qui se sont succédés sur le chantier ont toujours prévu une façade symétrique. On commence vaguement à construire la deuxième tour, on le voit parce qu'il y a un départ d'escalier, et on ne va pas plus loin. Alors pourquoi? Peut-être les moyens commençaient à manquer, peut-être était-on tout simplement épuisé, et puis il y avait cette silhouette extraordinaire. Je crois que ça a beaucoup compté. On a dû se dire, attendons un peu. Un ovni architectural qui va conserver à jamais son unique flèche. De quoi faire de cette silhouette extraordinaire l'emblème d'une ville et de toute une région.